Mesdames et messieurs les inspecteurs, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, mesdames et messieurs les professeurs, chers collègues, chers élèves, vous êtes 402 dans cet amphithéâtre. Quand j'étais étudiant, on en mettait jusqu'à 2000, puisqu'on avait le droit de remplir les baignoires au-dessus. Là, bon, les questions de sécurité ont limité la foule, mais c'est déjà bien d'être si nombreux et on est très très heureux de vous accueillir ici pour cette nouvelle opération des académiciens en Sorbonne. Je suis Jean-Robert Pitt, ancien professeur dans cette maison, ancien président de l'Université Paris-Sorbonne et aujourd'hui membre de l'Académie des sciences morales et politiques et secrétaire perpétuel de cette académie. Ne vous méprenez pas, perpétuel n'est pas à vie, c'est un mandat de 6 ans. Mais monsieur le recteur Christophe Querero, avec qui nous avons imaginé l'année dernière cette belle opération, ne peut pas être là ce matin pour vous accueillir. C'est lui, normalement, à chaque visite d'un membre de l'Académie qui présente l'opération et qui présente l'académicien. Aujourd'hui, il m'a donc demandé de le remplacer. La première chose que je vous propose, c'est peut-être puisque beaucoup d'entre vous ne doivent pas très bien savoir ce qu'est l'Académie des sciences morales et politiques, une des 5 académies partenaires, à part entière de l'Institut de France, qui est de Conti. Donc on va vous projeter tout de suite un petit film. Après, je vous en dirai un peu plus et surtout présenterai notre prestigieux conférencier, membre de l'Académie, le grand rabbin Chaim Corsia. Donc Marianne, vous pouvez envoyer le film. Je suis Jean-Robert Pitt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques et j'occupe le fauteuil du géographe dans la section Histoire et Géographie. Ce nom de sciences morales et politiques fait sourire parfois parce que le rapport entre la politique et la morale apparaît peu évident à un certain nombre de gens, mais en réalité le mot morale s'applique aux mœurs, c'est l'étude des mœurs. Cette académie est là pour réfléchir aux grands sujets de société, pour donner un certain nombre d'avis au gouvernement, aux décideurs de ce pays et en toute liberté, puisque notre seule tutelle, c'est le président de la République et nous avons le droit de tout dire et même, je dirais mieux, le devoir de tout dire. Et nous avons une totale liberté d'expression, bien sûr dans le respect de toutes les opinions, et nous ne sommes pas toujours d'accord entre nous, nous avons des divergences sur un certain nombre de sujets, mais précisément ce débat libre et aimable, respectueux des autres, est quelque chose de très important dans ce pays. Donc nous sommes une espèce de laboratoire de ce que doit être la démocratie en matière de pensée, d'expression libre. Et donc je pense que nous avons des choses à dire. Alors nous sommes ici dans la grande salle des séances. Il y a 2 salles de réunion. Et quand nous sommes nombreux, qu'il y a du public, qu'il y a des projections, nous nous réunissons dans cette très, très belle salle entourée des bustes de nos prédécesseurs des différentes académies de l'Institut de France. Toutes nos séances sont retransmises également sur Canal Académie, ce qui est une bonne chose car nous avons le devoir aussi de diffuser les résultats de nos travaux. Alors nous sommes 50 et nous nous réunissons tous les lundis après-midi sur un thème annuel qui est choisi par le président en accord avec l'Académie, bien entendu. Par exemple, cette année, nous avons traité du pouvoir. On a traité des années précédentes de la liberté d'expression, on a traité des relations internationales en France et dans le monde, on a traité des grandes institutions juridiques internationales. Enfin, les sujets sont très très variés en fonction de la personnalité du président. Par ailleurs, nous avons des groupes de travail sur différents sujets. En ce moment, il y a un grand groupe de travail très important qui se réunit sur les nouvelles technologies et de toutes les conséquences que ça peut avoir sur notre vie. Donc nous avons à représenter l'ensemble de la société avec cette assurance et en même temps cette modestie qui nous est imposée par la gravité des sujets que nous abordons, mais cette assurance de pouvoir contribuer à l'amélioration de la vie dans ce pays. Voilà, j'ai presque tout dit. Donc, il se trouve que nous travaillons entre nous dans le palais de l'Institut, de temps en temps sous la coupole que vous avez vue, mais dans notre salle des séances. Mais
que nous manquons un tout petit peu de visibilité, même si vous avez entendu parler de Canal Academy, c'est une web radio. Si vous tapez sur Internet Canal Academy, vous pouvez écouter des quantités de conférences, pas seulement des sciences morales et politiques, mais des 5 académies, plus d'autres conférenciers que nous invitons. C'est une web radio qui est très, très, très écoutée dans le monde, en particulier donc par les relais de l'Alliance française et des centres culturels français à l'étranger. Et donc nous avons imaginé avec le nouveau recteur, donc Christophe Quérero, cette manifestation à laquelle vous participez aujourd'hui, c'est-à-dire de faire venir des lycéens de Paris et des 2 académies périphériques de Paris, Créteil et Versailles, un certain nombre de classes, donc limitées par la jauge de cette période de Covid, et d'établir un échange entre vous, élèves, et un membre de l'Académie des sciences morales et politiques sur un sujet qui touche de près ou de loin à vos programmes et qui, donc cette rencontre est destinée à nourrir votre réflexion. Je sais que vous l'avez préparée aussi, cette rencontre, et que vous aurez beaucoup de questions à poser à notre conférencier. Ça a été le cas pour les 5, je crois, Marianne, c'est ça, 5 prédécesseurs de Haïm Corsia. Donc nous avons eu Jean Tullard sur Napoléon, nous avons eu Jean-David Lévite sur les questions de politique internationale. J'ai moi-même parlé de patrimoine et en particulier de patrimoine gastronomique dans cet amphithéâtre. Donc c'est une rencontre qui doit être extrêmement libre et n'hésitez pas surtout après les paroles que va vous adresser Haïm Corsia à lui poser toutes les questions que vous voudrez. Nous comptons beaucoup sur ces rencontres pour mieux nous faire connaître et surtout nous enrichir nous-mêmes des questions que vous allez poser, que vous posez. Alors, il me revient de présenter Haïm Corsia. Il peut vous paraître surprenant que dans une académie laïque, placée sous la protection, ça n'est pas une tutelle, sous la protection du président de la République, nous ayons un rabbin. Eh bien, ça ne doit pas vous surprendre parce que c'est la vraie conception de la laïcité en France. Nous avons eu, il n'y en a pas en ce moment, des ecclésiastiques catholiques, des pasteurs protestants, des représentants de toutes les religions. Nous avons des musulmans parmi les membres associés étrangers. Nous venons d'en élire un d'ailleurs qui prendra place parmi nous au mois de juin prochain, représentant des Émirats arabes unis, etc. Donc notre conception de la laïcité, qui devrait être la conception de tout le monde, c'est que la laïcité, ça ne vient pas en opposition aux religions, c'est au contraire une garantie pour chacun de pratiquer la religion de son choix ou de ne pas pratiquer de religion du tout. C'est comme ça qu'elle a été conçue dans notre pays depuis la Troisième République et c'est très bien ainsi. Donc nous sommes heureux d'avoir parmi nous Haïm Corsia qui a été élu en 2014 dans une section, puisque nous avons 5 sections, qui s'appelle Morale et Sociologie. Et il a remplacé un sociologue éminent, dont certains d'entre vous connaissent le nom, Michel Crozier. Alors Haïm Corsia n'est pas un académicien comme les autres, pas seulement parce qu'il est rabbin, mais d'abord c'est un cumulard dans ses études. Il y en a sûrement parmi vous qui vont cumuler un certain nombre de cursus quand ils seront dans l'enseignement supérieur. Donc c'est même une sorte de champion, puisqu'il a fait des études de management et de gestion, d'histoire contemporaine, d'études militaires et de géostratégie, et évidemment des études religieuses liées à sa fonction principale aujourd'hui. Donc il a été, parce qu'il aime l'armée, il faut le dire, il a été en 2000 grand rabbin. Vous savez qu'il y a des aumôniers des différentes religions au sein à la Défense nationale, dans d'autres institutions françaises aussi, hein, même dans des lycées, vous avez des aumôniers, ou dans les prisons, etc. Donc aumônier de l'armée de l'air en 2000, puis en 2007, aumônier général des armées, et en 2014, il a été élu grand rabbin de France, poste pour lequel on lui a demandé d'accomplir un 2e mandat en 2021. C'est évidemment, et je pense que dans son discours, vous allez le comprendre tout de suite, un serviteur de l'État et de la nation qui a participé à beaucoup de commissions, beaucoup d'activités importantes pour la vie de notre pays, le Comité consultatif national d'éthique, le Souvenir français, l'œuvre de secours à l'enfance et plein d'autres institutions. Et au sein de notre académie, il participe à beaucoup de conseils d'administration, de fondations en particulier, qui distribuent des aides et des secours à un certain nombre de gens qui sont démunis.
Par ailleurs, c'est évidemment, et vous le savez pour ceux d'entre vous qui l'ont entendu dans les médias, un passionné du dialogue interreligieux au sein de la République et donc de ce que doit être ce dialogue ouvert et fructueux qui doit permettre la paix civile dans notre pays, la concorde, l'amitié entre tous dans le respect des opinions très très variées. J'ajoute peut-être quelque chose, je ne sais pas si ça apparaîtra dans son discours, je me méfie un petit peu de ce qu'il va vous dire, mais c'est aussi un joyeux compagnon qui n'hésite pas à dire des choses qui sont politiquement incorrectes parfois, à faire des blagues. Les douteuses, il faut bien le dire, non, qui sont toujours admirables et qui mettent une très très bonne ambiance au sein de notre académie. Donc nous avons vraiment besoin de lui et vous allez voir qu'il va vous faire un discours très attachant et que vous ne pourrez plus vous passer de lui. Je lui cède tout de suite la parole. Bien, Monsieur le Perpétuel, merci beaucoup. Je suis d'autant plus touché de ce discours formidable me concernant que nous avons un petit débat, mais très important en réalité. Je crois que depuis que l'Académie existe, je dois être le seul en séance à boire et à avoir mon Coca-Cola zéro. Ce qui, pour le grand amateur de vin qui est notre Perpétuel, est une insulte à tout ce en quoi il croit. Et regardez sa grandeur, il accepte de me laisser faire et de me laisser vivre. Alors, puisqu'il vous a parlé d'une histoire, je change tout mon plan pour vous raconter une petite histoire, pour vous parler de l'engagement. C'est l'histoire d'un monsieur qui arrive devant le mur occidental à Jérusalem. Et il se met à prier l'Éternel. Éternel Dieu de mes pères, Abraham, Isaac et Jacob, j'ai fait un investissement de 200 millions d'euros sur Tesla, il faut que tu fasses monter l'action. J'ai investi 500 millions de dollars sur IBM, il faut que tu fasses monter l'action d'IBM. Et il lui fait comme ça tout le Nasdaq, tout le CAC 40, tout l'index Day, tous les indices, le Nikkei, il passe, tous ces investissements, il passe. Arrive à côté de lui un monsieur dépenaillé qui se met à pleurer toutes les larmes de son corps et lui dit « Adieu, devant le mur. Mon Dieu, Dieu de mes pères, Abraham, Isaac, Jacob, j'ai étudié ta loi, ta Torah toute la matinée. Qu'est-ce que je vais donner à manger à mes 10 enfants ?» Et il se met à pleurer. Alors l'autre à côté s'énerve, sort son portefeuille, il lui donne 2 billets de 100 € et il lui dit « Écoute, va t'acheter à manger pour toi et ta famille et laisse le bon Dieu se consacrer à moi. » Et cette histoire-là, moi qui m'amuse beaucoup, me fait penser que nous sommes toujours exactement comme cette personne. Devant une personne qui a faim, il y a 2 options. La première, c'est de prier Dieu pour dire « Mon Dieu, donne-lui à manger », si on croit, ou hurler en disant « C'est scandaleux que l'État ne fasse rien pour les personnes nécessiteuses », ou alors, vous lui donnez à manger. Et c'est une façon, au fond, de s'engager, de considérer que quand on fait un constat dans la société que quelque chose ne va pas, il y a toujours 2 options, hurler en disant « ça ne va pas » et se remonter les manches et se dire « je m'engage pour transformer la société ». Si je vous dis ça aujourd'hui, vous verrez que dans les mois à venir, avec tous les débats autour d'une élection présidentielle, et peu importe l'engagement qui est le nôtre ou pas dans cette élection, vous verrez qu'il y aura des constats et puis il y aura ou pas des propositions et des actions. Et que l'enjeu, c'est comment on transforme des constats dans la vie en actions concrètes. Une phrase du Talmud, la sagesse, disons, qui synthétise toute la pensée juive, dit la chose suivante. Si moi je ne suis pas pour moi, qui le sera? C'est-à-dire que si on n'agit pas soi-même, c'est trop dangereux de faire confiance exclusivement aux autres. Et pourtant, j'ai entendu un président de la République, je ne vous dirai pas lequel, me dire la chose suivante, et vous verrez qu'il y a énormément de vérité, de profondeur dans cette phrase, qui est une boutade en fait reprise d'un humoriste très ancien qui s'appelait Pierre Dac. Ce président disait la chose suivante, quand on lui disait « Monsieur le Président, portez-vous bien ». Il nous répondait « Et sinon,
faites-vous porter par les autres? Alors, il faut réfléchir à cela. Mais je ne vous dis pas lequel c'est, surtout, c'est très important. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, sinon faites-vous porter par les autres? Ça veut dire que dans une société, quelle qu'elle soit, et dans les rapports humains entre deux personnes ou tout un groupe humain ou tout un pays ou toute l'humanité, si on ne peut pas faire quelque chose, ce n'est pas grave si d'autres peuvent le faire avec nous et pour nous. Vous pouvez ne pas, par exemple, pouvoir vous déplacer, mais si quelqu'un vous aide, alors vous pouvez grâce à lui, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est engagé pour transformer votre vie. Et c'est donc la vraie question, c'est celle toujours de l'engagement. Quels sont ceux qui veulent s'engager pour transformer la société et en fait, pour se transformer eux-mêmes? Dans la Bible, alors moi je parle de Bible, je ne parlerai pas que de Bible et j'accepte qu'on conteste la Bible, évidemment. Mais il se trouve que c'est des références à peu près universelles et acceptées par beaucoup de monde, donc on peut en parler. Et conservons au moins les personnages comme des exemples de ce qu'est l'humanité. Dans la Bible, chaque fois que Dieu appelle à une mission, un patriarche, un prophète, une matriarche, qui vous voulez, cette personne répond toujours ce mot en hébreu qui est magnifique, Hineni. Hineni, ça veut dire « me voici ». Et c'est l'idée de faire un pas en avant. C'est très risqué de faire un pas en avant. Moi, j'étais dans les armées, quand on demande des volontaires, c'est quelque chose d'oser faire un pas en avant et s'engager. Le mot s'engager. S'engager, qu'est-ce que ça veut dire? C'est se gager soi-même. Je me mets en gage. Je vais faire ce que je dis et j'en paye le prix. Donc toute l'idée, si vous voulez, dans une société, dans ce inéni dont je parle, me voici, c'est me voici aux autres, présent aux autres, me voici présent à ce qui me dépasse, une forme de transcendance, à Dieu si on y croit, et me voici présent à moi-même. Tant que je ne m'engage pas, je ne me révèle pas. Si je ne prends pas une mission, je ne peux pas démontrer que je peux l'accomplir et je ne peux pas donner raison à ceux qui m'ont fait confiance pour me permettre d'arriver ici. Je vais vous donner, si vous voulez bien, 2-3 exemples étonnants dans la Bible. On imagine toujours que les prophètes, les patriarches, les matriarches, des gens formidables, ils disent toujours « me voici ». Pas du tout. Moïse, vous connaissez Moïse? Moïse, lorsque Dieu vient le voir dans le désert et lui dit « écoute, tu vas venir sortir les Hébreux d'Égypte », il lui dit « pas du tout. Pas du tout, je ne sais pas parler, je suis fatigué, j'ai piscine ». Enfin, il ne dit pas comme ça dans la Bible. Il dit « j'ai un troupeau, je dois m'occuper ». Et Dieu lui dit « mais tu ne sais pas bien parler, c'est pas grave. Ton frère va parler pour toi ». Vous voyez toujours l'idée, tu ne sais pas faire quelque chose, c'est pas grave. Un autre va compenser ce que tu ne sais pas faire parce que ton engagement va entraîner d'autres engagements. Donc vous voyez, Moïse, au début, il dit non. Puis finalement, il accepte parce que Dieu lui dit c'est comme ça et pas autrement. Un autre prophète très connu, Jonas. Jonas est engagé par Dieu pour aller parler à une ville qui respecte rien, qui s'appelle Ninive. Et Jonas refuse sa mission. Il se sauve. Enfin, se sauver de Dieu, c'est un peu compliqué. Et donc finalement, il est jeté à l'eau d'un bateau. Il est avalé par un immense poisson. Bon, probablement un sous-marin. Enfin bon, je dis rien. Bon, il est avalé par un poisson. Il réfléchit pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, il dit « ok, j'y vais ». Et il y va. Donc vous voyez, il refuse. Et quand il refuse cet engagement, alors qu'il est prophète, il doit accepter l'engagement. Quand il refuse, il est comme avalé par un trou noir de l'histoire. Il disparaît de la surface de la terre. Il est dans le ventre du poisson. Ne pas s'engager ou ne pas être fidèle à son engagement, d'une certaine manière, c'est se nier à soi-même. Et puis la reine Esther. La reine Esther, c'est un peu particulier. Dans un livre qui s'appelle Le Rouleau d'Esther, tout le monde le connaît grâce à Thalie, la reine Esther est appelée par Mardochée pour implorer le roi Assuérus de sauver tous les Hébreux qui vont être massacrés. Et elle lui dit « je ne peux pas y aller parce que si j'y vais, sans être convié par le roi, je vais mourir. » Et il lui dit, Mardochée, cette phrase incroyable, « si tu refuses d'y aller, c'est-à-dire si tu refuses ton engagement, toi et toute ta maison, vous disparaîtrez, et de toute manière,
le sauvetage viendra d'un autre endroit. C'est-à-dire qu'en gros, s'engager, c'est se faire de soi l'outil d'une histoire. Posé autrement, pour nous aujourd'hui en France, si le général de Gaulle, par exemple, ne s'était pas engagé en brûlant ses vaisseaux, en franchissant le Rubicon, des expressions qu'on va expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire s'il n'avait pas pris ce risque incroyable de s'opposer à ses chefs, de s'opposer à Pétain, de s'opposer à ce qui était l'expression de tous les députés sauf 80, qui vont voter quelques semaines après, le 18 juin, cette loi qui donne tous les pouvoirs à Pétain. S'il ne l'avait pas fait, est-ce que quelqu'un d'autre aurait émergé? Mais la question qui se pose pour lui, c'est pas de se dire quelqu'un d'autre peut le faire, c'est je suis là, je dois faire le pas en avant. Je dois maintenant risquer tout sur le tapis vert de la vie, y compris ma vie, pour défendre ce en quoi je crois. C'est une forme d'engagement absolu, total, qui mobilise tout l'être et qui élève au-dessus de la condition, finalement, de consommateur du monde. Aujourd'hui, nous sommes très souvent des consommateurs de ce que d'autres produisent. S'engager, c'est devenir un acteur, un fabricant du monde. C'est devenir acteur de l'histoire, présent à soi, aux autres, au monde. Mais au fond, c'est tellement facile de se laisser porter par la volonté des autres. Depuis la chute du mur de Berlin, par exemple, à la fin de l'idéologie communiste, on a pu croire, avec un grand penseur comme Francis Fukuyama, qui en 1989 écrit un texte où il dit « c'est la fin de l'histoire. L'histoire est finie. Il n'y a plus d'engagement. Le libéralisme l'a emporté contre le communisme. C'est fini. » Pourquoi? Parce qu'il y a un consensus sur le caractère indépassable de ce qu'on vit, nous, ici, aujourd'hui en France, démocratie libérale. C'est la victoire contre l'absurdité de tout autre choix de société qui serait clivant. Et pourtant, regardez dans le monde, aujourd'hui, le nombre de sociétés qui, d'une extrême à l'autre, veulent, proposent, demandent d'autres systèmes qui ne sont jamais bons pour l'homme, mais en tout cas qui sont voulus et votés par des populations. Autrement dit, dans cette idée de fin de l'histoire, il n'y a plus lieu de s'engager pour quoi que ce soit, puisque tout a déjà été accompli. Cette vision qui, de mon point de vue, est dangereuse parce qu'elle est dans l'air du temps, elle flatte notre pulsion de retour au confort simple, je vais presque dire du ventre maternel, où tout est décidé par d'autres pour nous, puisque c'est parfait, si c'est parfait, il n'y a plus rien à toucher, plus rien à transformer. Cette tentation que savent relayer finalement les sirènes de la consommation, où le seul enjeu de la vie serait est-ce qu'on va avoir l'iPhone 13 ou l'iPhone 13 Plus ou l'iPhone 14 ou je ne sais pas lequel. Je dis ça parce que mes enfants sont dans ce trip en ce moment. Et finalement, la société de consommation nous prive de ces possibilités d'engagement parce qu'elle nous entend comme la pomme de Blanche-Neige, ce qui est le plus confortable, le plus désirable. Or, c'est précisément cette tentation de confort absolu qui est combattue par la notion d'engagement. S'engager, c'est ne pas être sourd, et écoutez bien le mot, indifférent au bruit du monde, c'est ne pas être complice parce qu'aveugle et muet face à l'injustice. L'indifférence, qui est pire que la faute, c'est le mal absolu. C'est le terreau qui rend toutes les bassesses possibles, c'est le terreau sur lequel absolument rien ne peut fleurir, l'indifférence. Elie Wiesel, qui est un grand penseur qui a été déporté à Auschwitz, qui en est revenu et qui a écrit des livres extraordinaires, en particulier La Nuit, ce livre, le premier qui parle pour lui de la Shoah, La Nuit. Elie Wiesel a dit « L'inverse de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. » Et on le voit dans les couples. Les couples, c'est la base humaine. Quand un couple s'aime, c'est formidable. Quand un couple se bagarre, ça se réparera.
Mais quand un couple est indifférent, c'est déjà fini. Juste, ils ne le savent pas encore. L'indifférence, c'est finalement la pire des sociétés. C'est vous dites, je ne suis pas concerné, donc je passe indifférent. Après tout, je ne suis pas touché, je ne suis pas coupable, donc ça ne m'intéresse pas. Alors que l'engagement, c'est on voit une injustice, on vient, on essaie de séparer les belligérants. On voit une injustice, quelqu'un dans le besoin, on vient, on essaye de réparer ça. S'engager, c'est ne pas passer indifférent dans l'histoire du monde. Et l'antidote à l'indifférence, c'est donc l'engagement. Engagement, ça vient du mot gager. Engager, engager soi-même. Nietzsche, le grand penseur allemand, dit la chose suivante. On ne possède réellement que ce à quoi on renonce. On ne possède notre liberté que si on est prêt à la gager, à renoncer à cette liberté pour se battre pour elle. C'est ce qu'on fait quand j'ai parlé de De Gaulle, c'est ce qu'ont fait les Français libres. Le Perpétuel parlait tout à l'heure de nos éminents membres, nos éminents anciens. L'un de ses prédécesseurs était Pierre Messmer, ancien Premier ministre de la France, qui a suivi le général de Gaulle à Londres et qui a fait tous les combats de libération de la France en partant avec la 13e des BLE, avec la Légion étrangère, en s'engageant dans tous les combats. Et je pense à lui comme à d'autres. On a récemment parlé de Hubert Germain, le dernier des compagnons de la Libération, qui vient d'être enterré le 11 novembre à Suresnes, au fort du Mont Valérien, le dernier des 1038 compagnons de la Libération. Ce sont des hommes et des femmes de partout dans le monde qui ont considéré que l'idée qu'ils se faisaient de la France méritait qu'ils risquent tout, qu'ils quittent tout pour dire « me voici ». Gager, s'engager, c'est aliéner ce que nous sommes à tout. C'est avoir en effet une part certaine d'abandon de soi et de ce qui peut nous paraître cher pour un véritable engagement. S'engager, c'est surtout s'impliquer et se mettre en situation de risque pour prix d'un collectif qui dépasse notre propre personne. Sans retour. Je vous ai parlé tout à l'heure de franchir le Rubicon ou brûler ses vaisseaux. Quand on brûle ses vaisseaux, une expression qui dit « je garantis que je ne reviendrai pas en arrière ». Franchir le Rubicon, c'est franchir un fleuve qui dit à partir de maintenant, je ne peux pas faire marche arrière, je suis entré dans Rome. Peut-être s'engager, c'est faire le pari avec un seul geste de pouvoir faire basculer le monde d'un côté ou de l'autre. Regardez, parfois on se demande mais comment s'engager ? On nous propose des modes d'engagement dans la société d'aujourd'hui. On vous dit le téléthon, des engagements du quotidien. Mais pensons par exemple, je vous parlais des élections présidentielles. Nous sommes citoyens, chacun et chacune. Pour celles et ceux qui ont l'âge de voter, on s'est battu pour avoir le droit de vote. Voter, c'est s'engager aussi. C'est dire ma voix compte. Et si je prive le collectif de ma voix, j'ampute le collectif de quelque chose. Et donc s'engager, c'est être présent à soi-même et être présent à la société. C'est être présent, c'est donner vie à tous les combats de celles et ceux qui nous ont précédés pour se battre pour obtenir ce droit de vote, qui n'allait pas de soi. C'est donc rétroactivement valider tous les combats de nos anciens. C'est à la fois individuel, mais ce peut être collectif. J'ai parlé des 1038 compagnons de la Libération, mais ceux qui s'engagent collectivement pour défendre quelque chose, c'est aussi un engagement important. Il n'y a pas qu'un engagement collectif, mais ces engagements collectifs ne peuvent pas aller sans un engagement personnel. Le général de Gaulle, quand il arrive à Londres, trouve peu de monde au départ avec lui, et il trouve une collectivité. Tous, vous entendez bien, tous les pêcheurs de l'île de Sein. Une petite île, à quelques encablures de nos côtes, qui fait le choix collectivement de suivre celui qui les appelle à faire vivre la véritable France. Pas une France asservie, pas une France qui courbe l'échine, pas une France dans la honte de la défaite. Une France qui espère en la victoire. Tous les pêcheurs de l'île de Sein, collectivement. Mais c'est un choix individuel qui devient ensuite un choix collectif. Ruth, dans la Bible, c'est un personnage formidable qui est l'arrière-grand-mère du roi David.
Ruth, à un moment, est appelée à suivre sa belle-mère, Naomi, qui lui dit « Moi, je retourne chez moi ». Elle lui dit cette phrase incroyable « Là où tu iras, j'irai. Là où tu dormiras, je dormirai. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. » Elle décide de tout quitter pour suivre cette femme, pour suivre son destin. Une façon de tout mettre de côté pour individuellement suivre un destin collectif. L'engagement, c'est aussi ce bien, faire ce bien à quelqu'un. Parce que vous pourrez me dire, mais il existe des engagements néfastes, dangereux. Ceux qui se sont engagés dans la milice pendant la Seconde Guerre mondiale. On pourrait dire que c'est aussi un engagement. Mais est-ce que c'était pour le bien commun? Est-ce que ça produisait du bien pour les uns ou les autres? Non. Et la limite de l'engagement, c'est le bien commun, mais je suis certain que nous pourrons en parler. Dans les livres, lorsque Marianne, qui a tout fait, moi je ne suis que le porte-voix de Marianne, peu de choses près, lorsque Marianne m'a dit quel livre on pourrait suggérer pour illustrer ce que vous allez dire, dans ces livres on pourra en parler, j'en ai choisi plusieurs, dont un livre qui s'appelle « La nostalgie de l'honneur » d'un écrivain qui travaille au Figaro Magazine, qui s'appelle Jean-René van der Plasten. « La nostalgie de l'honneur », et je lis devant les demoiselles de la Légion d'honneur, c'est un livre sur un général qui s'appelle Crépin, qui était le patron de l'artillerie du général Leclerc dans la 2e division blindée, cette division qui va libérer Paris en particulier. L'artillerie, c'est un métier terrible. Vous devez tirer au-dessus de vos copains pour taper les méchants de l'autre côté. Mais il ne faut pas se tromper. C'est donc une question de confiance, une grande confiance. Et cet homme a été un immense soldat et un homme porté par l'honneur. L'honneur, ce qui fait qu'on s'engage pour des combats. Et puisque je parle d'honneur, et Crépin était le patron de l'Algérie juste avant que le général de Gaulle ne revienne au pouvoir en 1958, l'Algérie a posé la question de l'engagement et de l'honneur. Lorsque nous étions en Algérie, parce que la France était en Algérie, nous avions des soldats qui étaient ce qu'on appelait des supplétifs, c'est-à-dire des soldats musulmans qui œuvraient avec l'armée française. Lorsqu'on a décidé de quitter l'Algérie, donc en 62, on quitte l'Algérie, d'aucuns ont dit ces soldats n'étaient pas des soldats français, on ne les prend pas avec nous, et beaucoup sont restés, et beaucoup ont été massacrés, c'était horrible. Mais il y a des militaires qui ont décidé de désobéir parce que leur engagement au nom de l'honneur était de sauver les soldats qui avaient combattu avec eux. Et ils ont ramené ces personnes, les harkis, avec eux en France. Et si je parle de ça, c'est que notre secrétaire perpétuel vous l'a dit tout à l'heure, j'ai servi dans les armées. Tout soldat de l'armée française doit avoir sur lui cette petite carte sur laquelle il a des règles, et notamment, écoutez bien, le 11e point, j'allais dire le 11e commandement, fier de son engagement, le soldat français est toujours et partout un ambassadeur de son régiment, de l'armée et de la France. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que partout où nos militaires s'engagent, et c'est un mot profondément militaire, s'engager, on signe un engagement, un contrat d'engagement. Quand un militaire s'engage, il s'engage au nom de la France. Et au dos de cette carte, il est dit, il n'a pas le droit, en tant que militaire français, d'accepter un ordre manifestement illégal. C'est-à-dire que son engagement personnel est plus fort que tous les ordres immoraux qu'on pourrait éventuellement lui demander de faire, ou lui suggérer de faire, ou ne pas lui interdire de faire. Nos engagements personnels, tout comme pour Crépin, ce général incroyable, lisez ce livre de Jean-René van der Plasten. Les engagements personnels conditionnent toujours nos engagements collectifs. Lisez un livre de Cordier. Cordier, c'était le secrétaire de Jean Moulin. Ce livre s'appelle Alias Caracalan. Cordier écrit « Mes engagements étaient à l'extrême droite, plutôt maurassiens et plutôt antisémites.
mais je n'ai pas accepté de voir ce long défilé de juifs, l'étoile jaune au côté gauche. Ce n'était pas la France, ce n'était pas ma France. Il s'engage dans la résistance auprès de Jean Moulin, auprès du général de Gaulle. Comme si l'engagement individuel, la foi qu'il avait une forme d'humanité, brisait tous ses préjugés, brisait tout pour le pousser à s'engager du côté qui défend l'humain, le bien commun. La notion d'engagement, elle existe dans toutes les langues, toutes les cultures, elle est différente parce que elle est valorisée plus ou moins. Mais l'engagement implique dans toutes les cultures à la fois la liberté et la responsabilité. Lisez l'œuvre d'un philosophe allemand qui s'appelle Hans Jonas, où la responsabilité est toujours individuelle. Vous ne pouvez pas vous abriter derrière les ordres reçus, la responsabilité des autres. C'est vous et vous seul qui à un moment vous engagez, portez la responsabilité de vos actions. Parce que l'engagement est toujours une résistance. Soit une résistance à un système, soit une résistance à ce qui nous paraît évident, soit pire et plus compliqué que tout, une résistance à l'apathie. Charles Péguy, un penseur chrétien tellement français dans toutes ses fibres, qui est mort le 5 août 1914 dans les premiers combats de la Première Guerre mondiale, a dit la chose suivante: il y a pire que les âmes perverses, il y a les âmes habituées. Quand on s'habitue au mal, ça déconnecte notre capacité d'indignation et donc ça nous empêche de nous engager. La seule façon de retrouver cette capacité, c'est retrouver notre possibilité de nous indigner, de ne pas nous habituer à ce qui est inacceptable et de lutter contre, de le dire au moins. L'indifférence, ce monstre doux qui parle à l'oreille de chacun, c'est, je vous l'ai dit, l'autre nom du refus d'engagement. C'est l'obéissance à nos valeurs et la désobéissance à la faiblesse. Il y a des engagements nuisibles, je vous l'ai dit, mais chaque engagement est un questionnement sur soi-même. C'est l'acte individuel, toujours, je vous l'ai dit, libre, mais qui est aussi parfois motivé par ce qu'on pourrait appeler des leaders, des gens qui nous réveillent. Peu de monde a entendu l'appel du 18 juin du général de Gaulle à la radio, en réalité. Mais l'écho de cet appel a créé un réveil des consciences et des âmes. En 1942, dans la France occupée, on déporte massivement les Juifs, on les rafle. C'est la rafle du 16 et du 17 juillet 1942. Des évêques, comme Monseigneur Saliège à Toulouse, Monseigneur Théas à Montauban, Monseigneur Gerly à Lyon, et tant de sœurs, de frères, de moines, des pasteurs, comme le pasteur Bognert, qui fut aussi membre de l'Académie des sciences morales et politiques, s'élèvent contre cela et créent ce qu'on appelle le réveil des consciences chrétiennes. Et des centaines et des milliers d'hommes et de femmes de toutes conditions en France vont tendre la main, ouvrir leur cœur et leurs portes à des personnes pourchassées. Ils sont ce qu'on appelle les justes. Un engagement qui ne demande pas de grandes déclamations, qui fait juste prendre un risque terrible pour soi et sa famille, d'ouvrir la porte à un juif, la personne pourchassée. Cet engagement individuel qui devient d'une certaine manière un engagement collectif, en particulier, je prends un seul exemple, le Chambon-sur-Lignon, non, deux exemples. Le Chambon-sur-Lignon, qui est alors je fais attention avec le géographe, dans les monts du Vivarais, pas loin du Forez, on trouve cet engagement incroyable de toute une population portée par un homme, le pasteur Trocmé, et tous les pasteurs avec lui, pour sauver, ils vont sauver à eux seuls tout un village, toute une région, tout un plateau, plus de 8000 personnes, dont beaucoup d'enfants. Mais un autre exemple, la Corse.
En Corse, il n'y a pas un seul déporté. Il y en a un, en fait. Pas un seul déporté. Parce que quand le préfet de Corse reçoit de Vichy l'ordre de faire l'état des Juifs, écoutez le courage, l'engagement de ce préfet. Il répond à Vichy par écrit. J'ai l'honneur de vous faire savoir qu'il n'y a pas de Juifs en Corse, il n'y a que des Corses. Et il rajoute à la main, je ne garantis pas qu'il n'y ait pas quelques touristes. Il est convoqué à Vichy. Pendant qu'il est convoqué à Vichy, son secrétaire général de préfecture attrape un juif dans un village qui s'appelle Ascot et il l'envoie au camp d'Émile à Aix-en-Provence et il est déporté. Quand le préfet revient, il voit ce qui s'est passé, il révoque son secrétaire général et 3 jours plus tard, lui-même est révoqué par Vichy. Il a tout perdu, sa carrière, son honneur ponctuellement. Mais à la Libération, c'était le grand homme de Corse, parce qu'il n'a pas fait que ça, vous imaginez bien. Cet homme a tout mis pour son engagement, pour ce qu'est la France, pour ce qu'est la dignité humaine. Voilà un exemple d'engagement éminemment contemporain. Je pourrais vous parler longuement encore de l'engagement, mais je veux pouvoir échanger avec vous et vous dire que s'engager, je vous l'ai dit, c'est faire basculer le monde d'un côté ou de l'autre. Et peut-être que c'est surtout respecter sa parole. Quand on s'engage, on dit « je vais faire cela », c'est respecter ce en quoi on croit. C'est en fait trouver une cohérence entre la parole et les actions. Je vais vous le dire très simplement, en guise de conclusion. Oui, l'engagement, c'est une forme d'accomplissement. On devient soi-même quand on s'engage. Il faut du courage. Il faut du dépassement de soi et de l'oubli de soi. Il faut lutter contre l'indifférence, prendre, comme le dirait René Char, son risque. Mais si Descartes a dit que je pense donc je suis, alors je puis vous assurer que certes, penser vous aide à être, mais vous engager, s'engager, c'est plus qu'être, c'est exister. Et moi je vous engage à exister. Alors, les deux là. Quelques questions de vos contemporains, Raïm Corsia. On va faire circuler un micro tout de suite. Il y a une question au fond. C'est bon, il y a de la question là. Bonjour. Alors, moi, je ne veux pas vous poser une question, je veux juste vraiment vous remercier. Parce qu'entendre ce que vous avez dit, là, c'est complètement galvanisant. Ça nous rappelle pourquoi on fait ce métier, ça nous rappelle pourquoi on s'engage tous les jours. Et un grand, grand, grand merci, parce que vous êtes venu secouer l'indifférence ce matin. Et moi, il n'y a rien de mieux, je sais maintenant pourquoi je suis venue. Voilà, merci. Bon, vous êtes formidable, vos élèves ont beaucoup de chance de vous avoir, mais je vais vous dire, effectivement, pour moi, l'engagement, c'est vrai que je me suis dit, peut-être que c'est uniquement un acte très visible, vous voyez, mais l'engagement, c'est au quotidien. Un infirmier, une infirmière qui se lève et qui va apporter son métier, son humanité à ses patients. Un enseignant, une enseignante qui croit dans ce qu'il fait et qui, juste dans la capacité à donner un peu confiance en lui à un élève, va lui permettre de s'élever, ne va pas être écrasé par le sentiment qu'il n'y arrivera pas. Et je vous le dis, alors que parmi mes enfants, comme partout, il y en a qui sont des avions en réaction dans les études, d'autres un peu moins. Mais ce qu'il faut, c'est assurer à chacun qu'il y aura quelqu'un qui va lui permettre de se porter bien. Parce que même s'il n'arrive pas à le faire, quelqu'un d'autre va l'aider à s'engager. Regardez, ce que vous dites, franchement, ça me touche vraiment profondément. Est-ce que vous croyez que l'homme qui s'engage le sait le matin? Pas du tout. Pour lui, c'est un matin
encore un matin pour rien, aurait dit le grand rabbin Goldman, Jean-Jacques Goldman, ça va. Le perpétuel ne supporte pas quand je fais ça en séance. Je pose des questions, je fais comme s'il n'y avait rien, et puis en même temps, je glisse une petite blague sur... Alors effectivement, Jean-Jacques Goldman dit « encore un matin pour rien ». Parce qu'on se dit « c'est encore un matin comme les autres ». Mais ce matin-là, l'homme qui va entrer dans la mer Rouge et permettre que la mer Rouge s'ouvre devant le peuple, il ne le savait pas le matin. Mais devant la situation, il s'engage. Il est là pourquoi ? Parce que toute sa vie, il a été prêt à s'engager pour des petites choses. Aucun engagement n'est mineur par rapport à un autre. Et puisque vous parlez des professeurs, vous avez raison. Celui de redonner confiance à une jeunesse qui parfois se pose des questions, eh bien, je trouve essentiel, vital pour la société. Voilà. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour cette intervention qui effectivement était très très intéressante. J'aurais deux questions. La première, elle revient sur, vous avez cité Hans Jonas. Et dans sa philosophie, Hans Jonas, il y a un principe que je trouve, et un impératif que je trouve très intéressant, c'est la responsabilité élargie à ce qu'on appelle aujourd'hui les générations futures. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en tant que jeune, quand la définition du bien commun qui est véhiculée par l'ensemble des institutions, l'ensemble des acteurs politiques, c'est un bien commun qui ne prend pas en compte les générations futures, et comment on s'engage radicalement ou pas, vis-à-vis de cette définition du bien commun qui, aujourd'hui, se trouve être complètement éculée. Ma deuxième question, c'est comment on fait aujourd'hui ? On a beaucoup parlé d'engagement, et moi, je pense que la somme des engagements, c'est ce qu'on appelle la solidarité, mais peut-être que je me trompe. Et comment on fait aujourd'hui pour s'engager, pour avoir cette solidarité, alors que, par exemple, dans le cadre d'une campagne présidentielle, la plupart des discours politiques qui sont prononcés prônent l'indifférence vis-à-vis de la souffrance et la haine vis-à-vis de la différence. Voilà, ce sont mes deux questions. Ok, moi j'ai une question sur votre question. Oui, je crois vraiment qu'il y a une notion d'engagement pour les générations futures. C'est tout le principe du développement durable. Sauf que le pape François, dans une encyclique, c'est-à-dire un texte qui sort du Vatican, qui s'appelle Laudato Si, a écrit juste avant la COP21 qui avait lieu à Paris, un texte incroyable. Et dans l'édition de MAM, la première édition, à la page 52, il commente le verset 15 du chapitre 2 de la Genèse et il dit la chose suivante. Donc ce verset, c'est « Voici, je donne la terre » pour en hébreu, l'Eovda ou le Shomra. L'Église a toujours traduit selon le texte de la Vulgate en latin pour la dominer ou la servir et la garder. Et le pape François revient à la traduction rabbinique, c'est-à-dire à partir de l'hébreu, qui dit « pour la travailler afin de la conserver », ce qui est l'exacte définition du développement durable et qui a bouleversé toute la COP21. C'était 15 jours avant la COP21 à Paris. Toutes les ONG, tout le monde a été obligé de considérer que oui, le pape avait raison, il fallait avoir une responsabilité et donc s'engager pour transmettre aux générations futures au moins ce qu'on a reçu de nous. Donc oui, il y a un enjeu majeur à être responsable du futur. La question que je voulais poser sur votre formulation, c'est s'engager de façon radicale. Oui, c'est un engagement total, mais si la radicalité consiste à tout casser dans une ville pour manifester, donc en fait, il faut pondérer la notion de radicalité par la notion de bien commun. Et je vois que chaque fois qu'il y a un forum à Davos, ou un G20, un G12, un G7, un G ce que vous voulez, vous avez toujours des ultras qui, dans une vision radicale de l'engagement, cassent, détruisent tout. De mon point de vue, rien de bon ne peut sortir de cela. Oui, il y a besoin d'avoir des icônes qui parlent à la jeunesse, mais qui parlent au monde. Et même si c'est pas forcément ma tasse de thé, mais une fille comme Greta Thunberg, par exemple, réveille les consciences. À sa manière, elle, en tout cas, c'est un engagement. Je ne peux ne pas partager ni sa façon, ni sa radicalité, qui n'est pas celle de casser des vitrines. Mais en tout cas,
Il y a besoin d'avoir cela. En revanche, ce qui me paraît évident dans votre question, et en tout cas c'est comme ça que je la verrai, c'est que on ne peut pas considérer que si j'ai fait quelque chose et ça n'a pas fonctionné, alors c'est trop tard. Je reviens à la question de madame, au fond, qui est vraiment lumineuse. Si un enseignant vient le premier jour et il dit « j'ai pas accroché avec ma classe, j'ai pas vu d'amélioration, j'abandonne », mais il y aurait plus aucun professeur au monde. C'est sur le long terme. On ne sait plus voir le long terme dans une société de l'immédiat. Le long terme, c'est un engagement qui fait que quand, je reparle des résistants, ils s'engagent après le général de Gaulle en juin 1940, ils ne voient la lumière qu'au moment où ils sont sous les clochers de la cathédrale de Strasbourg. Et à ce moment-là, nous sommes à l'automne, pour ne pas dire à l'hiver 44. Et donc c'est le long terme de l'engagement qui lui donne son prix. On ne peut pas être que sur des one-shots. L'engagement, c'est donc la durée et d'une certaine manière la discrétion. Donc oui, la solidarité parce que vous vous engagez, mais vous êtes prêt à vous effacer si d'autres font mieux que vous. C'est aussi ça, le respect des engagements de chacun. Il en est, et c'est très juste, parce que la campagne électorale va nous montrer quelque chose. Je suis absolument d'accord avec la dernière partie de votre question. Les programmes des uns et des autres, je ne fais pas de politique, ne peuvent pas se réduire à la haine de l'autre, le rejet de l'étranger, le rejet de celui ou celle qui est différent. C'est insupportable et on attend, je crois, l'ensemble de la population attend des propositions pour améliorer la société, pour la rendre plus fraternelle, plus humaine, et pas parce que ça fait bien, mais parce que sur toutes nos mairies, tous nos bâtiments municipaux, sur nos écoles, il est inscrit liberté, égalité, fraternité. Et donc, en fait, engageons-nous pour la liberté, pour l'égalité et pour la fraternité. Mais comment s'engager ? Je vais vous dire, mes chers amis, quelque chose que j'espère vous allez garder à l'esprit. Rétif de la Bretonne, dont on parlera peut-être, oui, on en parlera après, c'est une des... Marianne va m'en vouloir à mort parce que c'est censé être une des citations qu'on avait gardées pour la conclusion. Pas grave, c'est maintenant que ça sort. Rétif de la Bretonne a dit la chose suivante. Le travail produit des inégalités justes. Vous prenez deux élèves, un qui bosse pas. Au même niveau intellectuel, on ne peut pas dire qu'il y en a un qui est ultra doué, qui fait rien, qui a des 20 sur 20. Non, deux les mêmes élèves. Un qui bosse pas. L'un a une bonne note, l'autre a une mauvaise note. C'est inégal, mais c'est juste. C'est donc l'engagement, les efforts. Tout engagement appelle la durée, les efforts et la capacité de s'effacer quand d'autres engagements, d'autres personnes, sont plus efficaces pour ce qu'on défend. Et je trouve que c'est ça, l'essentiel. Bonjour. Tout d'abord, merci pour tous ces propos. J'ai une question, mais je me permets une illustration d'abord. Pierre Rabhi raconte l'histoire d'un colibri qui voulait souhaiter sa forêt incendiée en l'arrosant de quelques gouttes. Non, mais une seconde, c'est juste la chose. Si je peux me permettre un conseil, je veux pas. Ne gigote pas avec ta main quand tu as le micro en main. Pardon, excusez-moi. Voilà. Je reprends. Donc l'illustration. Pierre Rabhi raconte l'histoire d'un colibri qui essaye de sauver sa forêt incendiée en y ramassant quelques gouttes. On peut voir cela sous la forme d'un engagement, mais il s'avère que les autres animaux de la forêt se moquent de lui parce qu'ils trouvent cet engagement inutile et qui ne sert à rien. Le petit colibri répond qu'il fait sa part. Alors moi, je trouve que c'est très engagé. Mais alors, comment juger que son engagement est juste et pour le bien commun quand la morale va dans le sens inverse? Bon, l'histoire du colibri, elle est très belle et moi, je la trouve essentielle. On ne peut pas dire ce que je fais ne sert à rien. Je vous engage à lire un livre, vraiment, qui s'appelle « Seul dans Berlin ». Seul dans Berlin. Il y a deux éditions, une édition courte, une édition longue. La courte ira très bien. C'est l'histoire, je pitch le livre sans le spolier, ok ? L'histoire, c'est dans Berlin qui devient nazi, deux personnes veulent résister. Et elles ne trouvent pas d'autre méthode que d'écrire des petites cartes de visite, comme celle-là, des cartes postales. Elles écrivent des mots de résistance. Et elles laissent les cartes postales dans des lieux publics.
Et toute la machine nazie se met en route pour essayer de retrouver cette grave entorse à l'unanimité supposée et voulue, enfin fabriquée, des nazis. À leur façon, un acte anodin, une petite goutte dans le bec du colibri, ils vont faire gripper la machine nazie. Mais je trouve ce livre bouleversant pour cela. C'est que tu as raison de rappeler cette histoire. Nous sommes parfois comme le colibri, mais on doit prendre comme lui notre part. On ne peut pas s'en exonérer en disant « ça ne sert à rien ». Quant à la deuxième partie de ta question, essaye de réfléchir et de me donner un exemple où le bien commun est opposé à la morale. Ma conception, c'est l'inverse. Le bien commun suit toujours la morale. Mais pas le bien commun ponctuel. Si on dit, prenons l'exemple, c'est un débat par exemple entre deux philosophes, entre Kant et Spinoza. Kant, et l'exemple qu'il prend, c'est le mensonge. Kant dit, on n'a pas le droit de mentir. La morale m'interdit de mentir. C'est un absolu. Je ne peux jamais mentir. C'est-à-dire que, je sais pas moi, la Gestapo frappe à ta porte, elle te demande est-ce que vous avez caché des juifs chez vous? Tu dois dire, bah ouais, ils sont cachés, vous levez la trappe et ils sont là, voilà. C'est la vérité. Je dois dire la vérité, je ne peux pas mentir. Spinoza dit, attends, calme-toi, il faut pondérer ça par le principe de discernement. En gros, il ne s'agit pas de mentir pour mentir, mais il s'agit de voir que je ne mens pas à un méchant, je protège des justes. Donc, la morale, de mon point de vue, va toujours de pair avec le bien commun. Maintenant, c'est la question. Je reconnais que la faiblesse de mon discours tient, à mon avis, dans le fait que soit on fait confiance à quelqu'un d'autre pour juger du bien fondé de mon engagement, et on a tous quelqu'un qui est un peu une référence. Moi, j'arrive pas à savoir, qu'est-ce que tu penses? Ce peut être un parent, un père, un professeur. Je vois la déférence avec laquelle tous les anciens élèves du grand professeur de géographie Jean-Robert Pitt lui posent des questions. Mieux, se fient à lui. Donc on a toujours quelqu'un. Et moi, je vous engage tous à avoir quelqu'un vers qui vous tournez. Ce peut être un maître, ce peut être un ami, une amie, quelqu'un en qui vous avez confiance. Parce que si on le fait seul, on peut parfois se tromper. On peut se tromper dans ces combats. Mais l'intelligence, c'est d'interroger en permanence nos engagements, de ne pas nous-mêmes être victimes de l'habitude. Pourquoi tu fais ça? Je l'ai toujours fait. Mais est-ce que tu es sûr que c'est toujours bien? Je ne sais pas. Mais si tu ne sais pas, pose-toi la question. Je crois qu'on est humain quand on se pose des questions, en permanence. Mademoiselle. Une question? Oui, du coup, j'avais une question. Que pensez-vous des gens qui s'engagent? Non, enfin, des gens qui s'engagent, mais qui attendent une reconnaissance en retour. Ouais, c'est une très bonne question. Je crois qu'en réalité, l'engagement, c'est quelque chose qui mobilise tout notre être et on ne se pose pas la question de la récompense. Crois-moi, ceux qui sont engagés, je pense par exemple à un homme formidable qui vient d'être fait. Alors voilà, on va prendre cet exemple, il est bien. Tout à l'heure, je vous ai parlé des harkis. Il y a un général qui a pris le risque sur sa carrière. Il s'appelle le général Meyer. Il vient d'être élevé à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur il y a quelques semaines, quelques mois. Cet homme, jamais il aurait pensé atteindre cette dignité de reconnaissance de la République, parce qu'en fait, quand il a fait ça, il a fait contre ses ordres, mais il l'a fait par devoir d'honneur, comme un engagement plus profond que tout. Donc je pense que, honnêtement, un engagement sincère n'attend pas de récompense. Maintenant, un moment, plus tard, la société s'honore, elle, de reconnaître la valeur des engagements des uns des autres. Prenez par exemple Geneviève Antonios de Gaulle, la nièce du général de Gaulle. Elle était prisonnière à Ravensbrück, avec une femme comme Germaine Tillon, par exemple. Quand elle, par sa dynamique, par son énergie, par son élan, par sa force vitale, elle permet à ses amis, ses camarades de déportation de rester vivantes et femmes humaines,
Elle n'attend rien, elle le fait parce que c'est sa vie, c'est son engagement. Quand elle revient, qu'elle s'engage dans ATD Quart Monde pour sauver des personnes dont personne ne s'occupe, elle défend une idée de l'humain, qu'après la République la mette au Panthéon, crois-moi, de son vivant, elle n'y pensait pas. Et pourtant, elle est enterrée à quelques mètres d'ici. Même chose pour Germaine Tillon, même chose pour Pierre Brossolette, qui est au Panthéon aussi, pour Jean Zay. Comment en Sorbonne ne pas penser à Jean Zay? Donc, tous ces hommes, ces femmes qui s'engagent à un moment, n'œuvrent pas pour une récompense. Mais c'est l'honneur de la société de les distinguer par la suite. On va écouter maintenant deux jeunes qui sont parmi nous, deux élèves. Enfin, Guillaume n'est plus un élève, il est élève de l'Institut de l'engagement, donc on lui a demandé de venir. Et Sophia est élève en seconde au lycée Balzac. Et tous les deux se sont engagés, particulièrement, mais peut-être, ils nous le diront. Ils ont un message à vous faire passer, un message qu'ils ont formulé sous la forme d'une belle harangue, une opération nationale qui s'est tenue cette année et dans une fondation pour l'écriture abritée par l'Académie. Guillaume, si vous voulez ou si tu veux monter sur scène pour nous faire entendre ton message, et je pense qu'il vous fera aussi dialoguer avec lui. Et si, dès maintenant, nous pouvions nous engager pour une société plus solidaire, écologiste et altruiste? Et si, des quartiers d'Argenteuil jusqu'au village des Crêtes préardennaises, de l'effervescence des métropoles aux territoires les plus reculés de la France et de l'Europe, des médias citoyens relayaient l'héroïsme ordinaire d'une jeunesse engagée? Ce rêve, devenu réalité, est aujourd'hui le quotidien de 140 000 jeunes volontaires. Ils sont multitudes, issus de tous les milieux sociaux, aux origines innombrables et parfois même en situation de handicap. Des jeunes volontaires qui ont décidé de porter assistance aux services publics et aux associations. Des jeunes volontaires qui ont décidé de lutter contre le harcèlement, la pollution, la solitude et l'addiction. Des jeunes volontaires, enfin, qui ont choisi d'agir pour l'égalité des genres, l'écologie et l'entraide entre les générations. Merci. Merci. Merci de m'avoir sorti de mon quotidien pendant ces quelques heures et de m'avoir fait penser à autre chose. Cette phrase, prononcée par une femme dans un centre d'hébergement d'urgence à Villiers-le-Bel, fait résonner le présent de notre engagement. Un mot sobre et vital qui surgit. Merci. Un merci parmi tant d'autres qui sont autant de germes qui vont germer dans les sillons de l'engagement que récoltera un jour l'avenir de notre société. Alors, et si, aujourd'hui, nous vous faisions confiance? Et si, aujourd'hui, nous faisions confiance à la jeunesse qui s'engage? Et si, aujourd'hui, nous lui laissions réaliser son propre service civique? Je souhaiterais dédier ces quelques mots à la promotion au sein de laquelle j'ai été l'année dernière dans un programme qui s'appelle Rêve et Réalise. Si vous n'avez jamais entendu parler du service civique, renseignez-vous, faire une année de césure pendant ses études. Preuve en est, d'ailleurs, j'ai repris mes études. Ce n'est pas un drame, contrairement à ce que peuvent dire beaucoup de personnes. Vous engagez pendant 1 an, 2 ans, pendant peut-être moins, peut-être plus, n'est pas un drame non plus, comme on a pu le voir aujourd'hui. Alors je voudrais dédier aujourd'hui à la promotion au sein de laquelle j'ai réalisé mon service civique et dédié aussi à la belle harangue qui m'a permis aujourd'hui de
de porter ces mots à vos oreilles qui, je l'espère, n'étaient pas fermées. Vous voyez, en fait, il y a tant et tant de volonté. Le service civique, c'est un cadre incroyable, mais il a fallu que quelqu'un pense à cela, parce que parfois, il faut juste structurer les désirs d'engagement. J'ai suivi un programme de quelque chose d'incroyable, des jeunes comme toi, je crois que tu as fait Sciences Po, ça? J'étais à l'université, donc pas Sciences Po, mais... Oui, Sciences Po à l'université. Mais, non, tu as étudié les sciences politiques à l'université, voilà. C'est mieux dit comme ça, mais j'avais bien retenu ça de tête, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Je connais des jeunes d'HEC, de Polytechnique, de grandes écoles d'ingénieurs, de commerce, d'université, qui font un programme où 2 ans, ils sont enseignants, y compris dans des zones dites compliquées. 2 ans de césure. Eh bien, ce qui est incroyable, c'est que 50% de ces jeunes, la moitié, décident de rester dans l'enseignement. 50%. Et c'est merveilleux parce que c'est une façon finalement de faire advenir à eux une vocation qu'ils n'avaient pas au départ. Et je pense que dans ce que tu as dit, moi, il y a une phrase qui m'a vraiment profondément touché, c'est éclore dans les sillons tracés par d'autres. Alfred de Musset, dans un poème qui s'appelle « À l'ami carême », dit la chose suivante. Et c'est peut-être la réponse aussi à ta question tout à l'heure sur les élections. Après le carnaval, les roses vont éclore. Déjà, sur les talus, le gazon court. Il suffit qu'il y ait un talus, il suffit qu'il y ait un espace pour que l'engagement puisse prendre. Et c'est peut-être la plus belle définition de ce service civique, qui devient un service civil, qui est en fait un espace dans lequel chacun peut faire éclore sa propre vision de l'engagement, parce qu'il y a tant et tant de missions que vous proposez, mais qui sont surtout des façons de dire à des jeunes, ne soyez pas des consommateurs d'une société à laquelle vous déniez le pouvoir de vous apporter quelque chose, soyez les producteurs de bonheur pour l'ensemble de la société. Merci. Peut-être une question à Guillaume de votre part? Une question là-bas. Hein? Là-bas. Tout en haut. Bonjour. Bah. Je suis à gauche. Ah, voilà, bonjour. oui. J'avais une question. Oui. Enchantée. À l'image du service civique, pensez-vous que par exemple le service militaire pourrait également contribuer à tout ce que vous nous avez expliqué juste à l'instant? Question très compliquée. Moi, je vais répondre. Ça a été très bien dit pendant la conférence. Il est certain qu'il y a une forme d'engagement dans le service militaire qui conduit à avoir à terme un socle de valeurs qui permettent de participer et de conduire au bien commun. Mais moi, je souhaite vraiment que ce soit élargi à la société civile, à l'ensemble des associations, parce que le service militaire a eu son temps, il a été très long d'ailleurs, et peut-être, d'ailleurs, il y a beaucoup de volontaires qui font partie des sapeurs-pompiers de Paris, qui sont dans les services publics, et donc ce n'est que complémentarité finalement. Donc je pense, oui, que vous avez raison, que l'armée peut participer à cette forme d'engagement, mais tout autant que tous les autres services publics et que toutes les autres associations dites d'intérêt général. Là, je me permets juste d'intervenir, mais vraiment en quelques secondes. Moi, ma réponse, elle est absolue oui. Oui, parce que j'ai connu cela. J'ai connu le service national dans lequel les jeunes, et puis garçons et filles après, pouvaient servir la France
et la connaître dans l'engagement absolu qui est celui des militaires. Les militaires, pour moi, c'est la quintessence de l'engagement parce qu'ils risquent leur vie et peut-être pire que leur vie, ils risquent leur innocence. Quand on les envoie en mission, ils côtoient, ils se frottent à la pire des violences dans le monde pour que nous, on puisse rester innocents, tranquilles, sereins, sans même se poser la moitié du quart des questions que eux se posent. Elles et eux. Il y a des femmes et des hommes qui s'engagent partout dans le monde et leur force morale, leur ténacité, leur courage est un modèle d'engagement pour la société. Maintenant, on pourrait dire, mais il y a d'autres. Oui, c'est vrai qu'il y a d'autres engagements, mais je vois par exemple une école comme Polytechnique où on a toute la promo qui va dans les forces militaires, mais qui fait aussi pour une partie d'entre elles, qui fait un service civil dans des écoles, dans des associations, dans tant et tant d'espaces dans lesquels ils peuvent apporter quelque chose aussi. Mais la quintessence du principe de l'école polytechnique, c'est un monde militaire fait d'engagement, c'est-à-dire fait de risques maîtrisés et de confiance dans un groupe. Parce que qui dit engagement, dit aussi confiance. Et moi j'ai vu, j'étais dans l'armée de l'air surtout, j'étais dans les armées, mais dans ma tête je suis toujours aviateur. L'armée de l'air, quand tu vois un pilote, tu dis formidable, pilote. Mais tu sais la confiance que le pilote doit avoir dans son mécano? Parce que s'il n'y a pas un mécano qui prépare l'avion, qui l'entretient, s'il n'y a pas un pétaf, un armurier qui met les bombes, qui met les obus, tout ce que tu veux dans l'avion, pour un pilote qui vole, il y a 40 personnes au sol qui œuvrent. C'est le ratio. Ce qui veut dire que l'engagement implique aussi un engagement collectif, d'une équipe. Et on apprend cela à l'armée. En tout cas, je crois que la nation a beaucoup à apprendre de l'engagement des militaires et de leur capacité à produire de l'unité dans la diversité. Je crois qu'il y avait une question par là. Oui, il y avait une question par là, même deux. Est-ce que... Oui, c'était juste en fait pour rebondir un peu sur la question de la jeune fille par là-bas et en général sur votre discours. Parce que vous parlez souvent de l'engagement sincère, etc. Mais après, je suis d'avis que toute action humaine est engendrée par besoin de reconnaissance. Donc évidemment, tout le monde va s'engager pour... même si c'est voulu ou non, à un certain moment, le cerveau humain va se dire j'ai fait un truc, j'aimerais bien avoir un truc en retour quand même, j'ai un peu donné de moi, est-ce qu'on peut me donner quelque chose en retour? Et c'est souvent de la reconnaissance qu'on veut. Donc vous avez quoi à dire là-dessus? Parce que c'est peut-être un peu pessimiste, mais on fait tous, on s'engage tous pour de la reconnaissance, quoi. Donc, au cours de la conférence, il y a quelque chose de très très juste qui m'a touché et qui fait écho à ce qu'est l'engagement, et qui a été dit, et qui fait écho à ce que vous venez de dire, et qui donne une portée optimiste à ce que vous venez de dire. C'est s'engager, c'est exister. Exister, c'est être reconnu. C'est être parmi les êtres. Il ne faut pas confondre l'égoïsme avec la volonté de reconnaissance. Il ne faut pas confondre une forme de narcissisme avec d'autres formes de narcissisme qui peuvent être fondées sur le bien et qui peuvent avoir des conséquences tout à fait bienfaisantes. Donc, je dirais qu'il n'y a aucun mal à vouloir être reconnu. Oui, c'est peut-être le cas pour énormément de personnes. Et qu'est-ce que ça fait? Ça produit quoi comme chose néfaste au sein de notre société de s'engager pour une petite forme de reconnaissance? À partir du moment où ce n'est pas une reconnaissance qui vise à porter l'ego pour écraser les autres, et si c'est une reconnaissance qui porte aussi la reconnaissance des autres, qui met à égalité l'engagement de chacun, eh bien dans ce cas, moi je suis très fier de m'être engagé, je suis très fier d'être reconnu pour ce que je fais, et j'espère aussi, et c'est ce que je dis, que ma parole sera effacée par celle d'autres qui la porteront après moi, et qui seront reconnus par ce qu'ils disent, pour ce qu'ils disent, et ce qu'elles disent, ce qu'elles disent.
Moi, écoute, je voudrais juste, si tu permets que je rajoute un tout petit mot, te remercier pour cette question, qui est effectivement une suite de ta question. Elle est très profonde, parce que en fait, tu constates ce que tu vois autour, et ça dit beaucoup de notre monde où l'individualisme prime. Maintenant, il y a un ancien, un penseur incroyable qui s'appelle Maïmonide. Et en plus, je crois qu'il y a des élèves du lycée Maïmonide ici. Je ne sais pas où ils sont, mais ils sont censés être dans le coin. Ils sont où? Coucou, ils sont là-bas. Oui. Tu vois, regardez, il y a la Légion d'honneur et Maïmonide. C'est formidable. Ils sont bien placés. Ce penseur, Maïmonide, qui vivait en Espagne et qui est allé vivre à la fin de sa vie en Égypte, a expliqué qu'il y a différentes gradations dans la charité. Et notamment, donner à quelqu'un, c'est bien. Lui donner en cachette, sans qu'il le sache, c'est mieux. Pourquoi? Parce que tu ne crées pas un lien de dépendance entre lui et toi. Mais moi, je vais dans ton sens, et j'ai adoré ta réponse, qui lui fait remarquer que c'est profondément positif, sa remarque. C'est que oui, il y a une reconnaissance à attendre de l'engagement, ta propre reconnaissance. Tu peux, si ce n'est t'admirer, au moins te dire ce qui est écrit sur la tombe de Léon Blum, faire ce que l'on peut là où l'on est, je ne connais pas notre morale. Tu as tenu cette ligne qui consiste à dire moi j'ai fait ce que j'ai pu. Et ne serait-ce que cette reconnaissance de soi-même, c'est énorme. Alors tu pourrais me dire oui, mais il y a ce que je te disais tout à l'heure, il y en a qui veulent des récompenses, mais peu importe. C'est que la République distingue des personnes qui s'engagent. Regarde par exemple un bonhomme hors norme. Je ne sais pas si vous connaissez Denis Mukwege. Vous connaissez ce brave homme? C'est un médecin qui aide des jeunes filles en Afrique à recoudre leur hymen parce que dans leur société, elles sont dévalorisées si elles ont déjà été déflorées, parfois même violées. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il recoud l'hymen. Cet homme a été reconnu et distingué, un travail, crois-moi, qui n'attend aucune récompense. Aucune. Il le fait, son job implique la discrétion. Et pourtant, il a été distingué par le prix Jacques Chirac de la paix. Et puis, il y a 2 ans, il était reconnu, distingué par le prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix. Il vient à Paris en janvier. Cet homme n'attend rien quand il fait ce qu'il fait. Il a juste le sentiment d'accomplir ce qu'il doit. Alors, oui, c'est quelque chose d'incroyable de faire la charité sans que la personne le sache. Parce que on la laisse libre de croire, et nous, on a le sentiment juste d'avoir fait ce qu'on a fait sans rien attendre en retour. Mais je vais vous dire, un des combats qui m'a touché et en même temps qui m'a agacé après, dans sa dérive, c'était celui des Gilets jaunes. Ne le prenez pas pour vous, mesdemoiselles, c'est Gilets jaunes, pas bande jaune. Les Gilets jaunes sont pour moi, et je ne parle pas des dérives inacceptables, j'ai complètement perdu tout début de tendresse pour ce mouvement le jour où l'Arc de Triomphe a été saccagé, ce qui était un outrage, ce que j'ai pris comme une blessure personnelle. Mais quand j'avais des braves gens, des hommes et des femmes, qui voulaient juste être reconnus, pas au sens d'avoir des distinctions et des médailles, mais reconnus au sens de ce qu'on fait nous dans la société mérite qu'on soit aussi sur la photo de réussite de la République, de la France. Nous ne sommes pas les parents pauvres de la société pour qu'on nous exclue. Or, il se trouve que ces gens-là, vous savez quand ils sont revenus dans notre quotidien? Quand il y a eu le confinement. Qui s'est engagé là, cette fois-ci? Les livreurs. Crois-moi, les livreurs, ils n'avaient pas des diplômes incroyables. Les caissiers et les caissières. Les éboueurs. Moi, j'ai fait des enterrements à 15 personnes, même pas toute la famille. Mais les personnels des pompes funèbres étaient là. Voilà des hommes et des femmes de peu, discrets, effacés. Les soignants qu'on applaudissait tous les soirs à 20h. Ces personnes
qui étaient effacés. Les enseignants qui, sans aucune préparation, en claquement de doigts, ont basculé de tous ces cours en présentiel en cours en Zoom. Et moi, j'ai suivi tous les cours Zoom de mes enfants. Je suis impeccable en SVT maintenant. Je suis imbattable. Et en plus, je posais des questions en douce, et la prof disait, mais c'est pas possible. SVT, imbattable. Et histoire, bien sûr. Pour moi, c'était important. Tous ces engagements du quotidien, de la discrétion, méritent d'être reconnus. Alors, je ne te dis pas qu'il faut faire la journée des 100 grades, mais il faut les reconnaître. Voilà. Merci Guillaume. Je crois qu'on va écouter une autre belle parole engagée, celle de Sophia. Sophia, élève au lycée Balzac en seconde et qui a été impliquée dans la Belle Harangue par l'association des jeunes et des lettres. Attendez, monsieur, il y a une question. Ah bon? En fait, c'est plutôt 2 questions, et c'est pour 2 secondes. vous. Je ne connais pas votre prénom, je suis désolé. C'est la première sur l'engagement et le service militaire. Est-ce que forcer un engagement, même si ça implique d'autres engagements, celui des 40 personnes au sol pour une personne en l'air, est-ce que forcer un engagement, c'est vraiment bénéfique? Et ensuite, pour revenir bien plus en avant, quand vous avez parlé de l'engagement des générations actuelles pour les générations futures sur le plan de l'écologie, c'était extrêmement pessimiste, enfin de ma vision, et très long pour quelque chose que on nous dit depuis plusieurs années déjà, c'est l'engagement personnel appelle forcément à l'engagement collectif. Vous nous dites que le gouvernement ne fait pas assez de choses, on ne pousse pas assez. Et alors qu'au début de la conférence, vous avez parlé de... il y a 2 choix, le choix personnel d'agir ou le choix de crier pour avoir une réponse. Je pense qu'on peut faire les deux, je pense qu'on peut s'engager personnellement et ça appellera forcément à l'engagement d'autres personnes. Ouais. On n'a pas besoin d'être si pessimiste à se dire que le gouvernement ne fait rien et agir personnellement, sans reconnaissance, juste agir et ça agira sur le reste. Écoute, oui, c'est vrai. En fait, je peux te dire oui, c'est vrai. Tu as raison. On peut à la fois s'engager personnellement et soit démissionner sur d'autres questions, soit dire d'autres le feront. On ne peut pas soi-même tout faire. Mais prends par exemple l'idée, je prends le secours catholique. Pourquoi participer au secours catholique? Ou regarde, une autre personne qui s'est engagée de manière incroyable, Coluche. Coluche, tu pourrais dire, avec ta logique, on pourrait dire, après tout, le gouvernement n'a qu'à faire le job, il y a des personnes en telle nécessité, que le gouvernement fasse ce qu'il a à faire. En gros, ce que tu me dis, c'est la cigale et la fourmi. Ah non, mais attends une seconde. Oui, alors pardon, j'ai mal dit les choses. Il ne s'agit pas de faire porter la faute à tout le monde, il s'agit de dire qu'un homme comme Coluche, il a vu qu'il y avait un vrai problème, ou le secours catholique, ou le secours populaire, ou les restos du cœur, tout ce que vous voulez. Mais moi j'aime bien Coluche ou l'abbé Pierre. Voilà, l'abbé Pierre. Il se rend compte qu'il y a un problème, il pousse un coup de gueule en 1954, à l'hiver 54, et il dit ça suffit. Et il propose une solution. Il ne dit pas juste ça suffit, il propose une solution. Coluche ne dit pas c'est inadmissible. Il dit c'est inadmissible et voilà comment on va faire. On va se regrouper, une équipe, il y a beaucoup plus que 40 pour 1 là. Il mobilise les énergies des uns et des autres, des unes et des autres, et tout le monde ensemble dit on s'occupe de ça. On aurait pu dire mais pourquoi l'État ne le fait pas? Que l'État le fasse. Mais regarde le génie de l'État. L'État défiscalise les dons que nous faisons pour les Restos du Cœur, pour le secours populaire, le secours catholique, tout ce que tu veux. Dès qu'il y a un groupe humain qui se réunit sous quelque forme que ce soit, et qui amène du bien commun aux uns ou aux autres, la question de tout à l'heure, alors l'État dit « j'en prends ma part en défiscalisant vos dons ». Donc c'est aussi une forme d'engagement de l'État, de dire « bravo pour ce que vous faites, puisque ce que vous faites, c'est bien pour tout le monde ». À toi, Sophia. Et si on se parlait?
si on se parlait non pas en tant que femme ou homme, mais en tant qu'être humain. Si on se disait les choses telles qu'on les pense, telles qu'on les vit, telles qu'on les ressent. Si on se posait 2 minutes, qu'on se regardait dans les yeux et qu'on se disait tout ce qu'il nous vient, que notre bouche articule sans filtre le monde autour de nous. Je suis certaine que nos pensées voleraient au-delà des frontières qu'on s'impose et qu'elles piailleraient de joie de respirer un air nouveau. Imaginez qu'au lieu de se dire « Coucou, ça va et toi? Très bien », on se disait « Coucou, tu m'as l'air distrait ces temps-ci, tout va bien ?» Et qu'on savourait que non, on ne va pas forcément bien parce qu'on est humain et humaine. Peut-être qu'on se dirait « Je t'aime » sans passer par 4 chemins, ou encore qu'on pleurerait librement, même si on était du genre masculin. Oui, au lieu de se dire « Je suis un homme, je dois rester fort », se dire qu'en fait, on a besoin de laisser parler nos émotions parfois. Peut-être qu'on ne dévaloriserait pas une parole parce que c'est celle d'une femme, qu'au lieu de se faire couper la parole par un homme, on l'écouterait, cette femme. Ou encore qu'on soutiendrait ses idées, même si elles n'avaient pas été reprises par un homme. En tout cas, je pense qu'en 2 minutes, on en apprendrait beaucoup sur l'autre, et même peut-être sur soi. Ne pensez-vous pas ? On pourrait en faire une habitude, se parler tous les jours, sincèrement et ouvertement. On irait loin. On apprendrait sûrement à s'apprécier et s'aimer, les autres et soi, sans jugement. On ne choisirait pas nos amis pour ce qui elles semblent être, mais pour ce qui elles sont vraiment. Les orgueilleux et orgueilleuses revêtiraient même peut-être une cape d'humilité. On découvrirait comment se pardonner, parce qu'on découvrirait que tout le monde a ses torts et ses travers. On pourrait se regarder les yeux dans les yeux et se dire « Je sais ce que tu as sur le cœur, je te comprends, je te soutiens ». On pourrait se soutenir dans nos moments difficiles, mais aussi exprimer nos désaccords sans craindre de blesser. Vous imaginez la solidarité que ça créerait, le courage que ça nourrirait? Ça me donne un espoir enivrant de changement. On m'a dit que ce serait bien de dédicacer cette harangue à quelqu'un. Et donc, j'aimerais juste dire que je dédie cette harangue à qui veut bien l'entendre. Je suis censé réagir, mais c'était tellement pur et sincère qu'il y a peu de réactions, si ce n'est de dire que c'est exactement le principe de cette interdépendance, ou peut-être le principe du président auquel je faisais allusion tout à l'heure, tu vois, se faire porter par les autres, non pas comme un défaut de faiblesse, mais comme une vocation. La vocation que chacun devienne interdépendant, c'est-à-dire beaucoup plus fort. Et je reprendrai juste une phrase que tu as énoncée, tu disais « on découvrirait qu'on pourrait se pardonner ». Et bien moi, je pense que la chose la plus difficile qui soit, c'est pas tant pardonner aux autres, c'est pardonner à soi-même ce qu'on n'a pas fait. Et quand on a eu l'occasion de s'engager et qu'on ne le fait pas, et que finalement l'histoire revient, on se reprochera toute sa vie de ne pas avoir suivi son élan et son désir de s'engager. Se pardonner à soi, c'est le début du pardon aux autres. C'est exactement ce que dit la Bible dans le livre du Lévitique, c'est le 3e livre de la Bible, au chapitre 19, et doit être verset 30, qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ».
Alors on pourrait dire, et si je m'aime pas, si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas comprendre comment aller vers les autres. Et donc en fait, tu pardonneras aux autres comme tu sauras te pardonner. Et c'est ce que disent d'ailleurs mes amis chrétiens, et ça fera plaisir au bon perpétuel, qui, je crois que vous énoncez dans votre prière, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Autrement dit, c'est un mouvement des autres vers soi, et c'est l'idée d'interdépendance. En fait, tu le décris avec des mots tellement parfaits et purs qu'on a envie de rêver à cette société. Merci Sophia. Est-ce que ce qu'a dit Sophia vous inspire des commentaires ou des nouvelles questions? Une question là-bas. Je la vois. Ah oui, là-bas. Là-bas. Bonjour. Je voulais vous demander, du coup, vu que on a une personne qui est jeune devant nous, comment on fait concrètement en tant que jeune pour s'engager aujourd'hui, sachant qu'on se sent un petit peu méprisé en tant que jeune, on n'a pas vraiment l'impression d'être écouté quand on parle. Comment on fait concrètement pour s'engager en tant que jeune aujourd'hui? Et fille. Vous posez la question à qui? À toi. À toi. Ah. Alors, je pense que ce serait déjà intéressant d'entendre la réponse de Aïm Corsia, excusez-moi. Mais du coup... Ouais, j'ai un prénom de métèque, comme diraient certains. Voilà. Et j'en suis très fier, d'ailleurs, de mon prénom, qui veut dire la vie. Et d'une certaine manière, mon prénom, c'est la réponse à cette question. Le simple fait, si je vous ai dit que s'engager, c'est exister, exister, c'est donc s'engager. Et quand je dis exister, c'est s'engager, ça veut dire que exister avec nos différences, ne pas reproduire un monde stéréotypé, uniformisé, qui écrète toutes les différences. Avoir le secrétaire perpétuel de l'Académie de sciences morales et politiques vous expliquait combien dans notre compagnie, nous étions tous différents, et pourtant ensemble. Vous connaissez la règle de la transitivité. La règle de la transitivité en mathématiques, c'est si A égale B, B égale C, donc A égale C. Donc si on croit, on sait que, si on croit, je ne force personne à croire, la Bible dit que Dieu a créé les humains à son image. Donc nous sommes à l'image de Dieu. Chacun et chacune ici est à l'image de Dieu. Donc nous sommes à l'image les uns des autres. Par transitivité, puisque si B égale A, C égale A, Z égale A, donc B égale Z, B égale C, B égale... Nous sommes tous les mêmes. Et pourtant Dieu est unique, donc si nous sommes à son image, nous sommes uniques, donc nous sommes et les mêmes et uniques. C'est une théorie philosophique que Paul Ricoeur a développée sur le fait que... Prêtez-moi votre stylo. Non, votre stylo, Marianne. Regardez, voilà un stylo et un stylo, 2 stylos. C'est donc la même chose. Mais ce ne sont pas les mêmes. Donc il y a une différence entre la mêmeté et l'ipséité. Et bien les humains, nous sommes exactement comme ça. Nous sommes les mêmes, mais pas les mêmes. Et donc, comment exister et s'engager en étant toi-même? Parce que si tu es toi-même, tu enrichis toute la société de ce que tu es. Dans la diversité, un homme, des femmes, ce que nous sommes, les origines différentes, les histoires différentes, les attraits différents, la façon d'exprimer les choses par l'art, la façon d'être. Et donc, imagine une société dans laquelle on éliminerait tous ceux qui ne correspondent pas à une norme. C'est un rêve de certains. C'est un cauchemar pour la diversité, c'est un cauchemar pour ce qu'est la République. Donc comment t'engager? Sois qui tu es. Et puis, je corrige légèrement, non pas corrige, j'ajoute un petit mot à ce que tu dis. Contrairement à ce que d'aucuns pensent, les jeunes, c'est important pour le futur, mais vous êtes aussi le présent. On ne peut pas vous enfermer que dans le futur. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je vois à mon âge, on est toujours le vieux de quelqu'un et le jeune de quelqu'un d'autre. Toujours, toute notre vie. Et donc, vous êtes le présent, parce que vous êtes une partie importante de la société, importante de la créativité, de l'inventivité, du dynamisme. Quand on se bat, nous, ma génération, c'est pour vous parfois. On se bat pour nous, on se bat pour les anciens, pour l'histoire, mais on se bat pour vous. Pour que
le monde dans lequel mes enfants, donc vous, allez vivre, soit un monde juste un peu plus fun que le monde dans lequel parfois on ne se reconnaît pas toujours. Ce dont tu parlais, la haine, le rejet de l'autre. Mais pourquoi construire ce monde alors que quand vous êtes beaucoup plus jeune que l'âge que vous avez dans un bac à sable, mais vous jouez tous ensemble, sans différence de couleur, de religion, d'origine, vous jouez ensemble. Et puis à un moment, à 8 ans, 10 ans, brusquement, vous commencez à segmenter. Et il faut que nous, on soit capable d'avoir cette force de ne pas vous traumatiser parce qu'on n'a pas été capable de réussir. Il faut que vous nous pardonniez de ne pas avoir réussi, mais que vous soyez libre de réussir la société de vos rêves, celle que Sophie a décrite. Oui. Là. Alors voilà. Là maintenant, Marianne m'a mis les phrases que nous avions prévu de mettre, sur lesquelles je devais réagir. C'est une phrase d'un livre qui s'appelle « Les Maximes des Pères » dans le Talmud, qui dit la chose suivante: dans l'endroit où il n'y a personne, efforce-toi d'être cette personne. C'est-à-dire que plutôt que de vous plaindre, de nous plaindre, les choses ne sont pas faites, faisons-les nous-mêmes. Exemple typique, la chambre de mon fils, qui est un collector. Quand parfois ça arrive, à savoir pourquoi, ça veut dire on n'a pas fait sa chambre, je lui dis, mais tu sais, il y a une méthode formidable pour que ta chambre soit rangée, c'est que tu le fasses toi-même. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire, mais j'ai qu'à l'éduquer à ne pas le faire, ne pas ranger la chambre, sauf qu'on ne supporte pas, et donc on la range, on la fait ranger. Mais en réalité, dans la vie, quand on se plaint sur quelque chose qui n'est pas fait, faisons-le nous-mêmes. Quand il n'y a personne qui fait quelque chose, levons-nous, engageons-nous et faisons-le. Voilà ce que dit cette phrase du Talmud. Cette phrase de Rétif de la Bretonne dont je vous ai parlé, je vous en ai donné un exemple. Je trouve que c'est le retour incroyable à la force de la devise de la République qui vise à l'égalité des chances, mais qui n'exclut pas les inégalités produites par les efforts des uns et des autres. Et je crois que si on n'a pas conscience que par nos efforts, notre travail, on est capable de nous transformer, de transformer la société, alors on a déjà abdiqué de notre statut incroyable de citoyen. Le travail produit des inégalités, mais elles sont justes, et on doit donc lutter dans la société pour l'équité, l'égalité des chances, mais surtout pas pour l'égalitarisme. Et la troisième, évidemment, phrase très célèbre de Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Parfois, on s'auto-empêche de faire les choses. Moi, je vois dans les études, par exemple, beaucoup de jeunes me disent « moi, je ne pourrais jamais faire ça comme étude ». Mais moi, je lui dis « mais vous êtes à côté de la plaque ». Dès que vous pensez que quelque chose vous est inaccessible, inatteignable, alors on ne le fait pas. Je vous supplie de voir un film de vieux, c'est-à-dire de ma génération. Voyez un film, regardez-le en streaming, vous l'avez forcément. Ça s'appelle « Bienvenue à Gattaca ». Bienvenue à Gattaca est un film prophétique. Le pitch, sans le spolier. Le pitch, c'est un monde dans lequel à la naissance, on prend une goutte de sang et on détermine l'avenir de quelqu'un. Et il y a un jeune qui est déterminé comme sous-homme, pas terrible, qui rêve d'être astronaute, qui est surhomme. Et on voit tous les efforts qu'il déploie dans ce film uniquement parce qu'il a décidé que pour lui, ce ne serait pas impossible. Donc moi, je vous dis, osez rêver. C'est Max Paul Fouché, qui est l'inventeur de la culture à la télévision dans les années 50, 1950 quand même. Il a dit la chose suivante: le chemin le plus direct du point A au point B n'est pas la ligne droite, c'est le songe. Alors, avec Mark Twain, je vous engage à rêver de transformer le monde. Et pour ce faire, c'est là qu'on met l'image suivante. J'aime profondément cet artiste qui s'appelle Pierre Soulages, qui a été capable d'oser s'engager dans la voie qu'il percevait du monde et de l'art. Il a fait des toiles absolument noires et il les a appelées, il a inventé une couleur qu'il appelle l'outre noir. Et cette couleur, elle est incroyable parce que vous voyez une toile sombre devant vous, comme celle qui est derrière moi, projetée, et au fond, il suffit de bouger un petit peu, de bouger la toile
pour découvrir que ce qui nous paraît être l'obscurité est en réalité la plus lumineuse possibilité d'espérance qui soit. C'est exactement comme notre société. Et donc je voudrais conclure en vous disant, suivez tous les engagements, suivez vos élans, et n'oubliez jamais ce que dit Guillaume Apollinaire dans un texte incroyable qui s'appelle « Le guetteur mélancolique » qu'il a écrit en 1916. Il dit « Jamais les crépuscules ne vaincront les aurores, et tournons-nous des soirs, mais vivons les matins. » Voilà ce que je vous souhaite, de vous étonner des soirs, de combattre les soirs, de combattre l'obscurité, mais de vivre les matins, c'est-à-dire d'être engagé pour faire advenir les matins. Voilà, c'est bon ? Ouais, parfait. C'est formidable. Ben, merci à tous.